Dans certaines situations, des membres tels que définis dans une superclasse ne répondent pas de façon satisfaisante aux besoins d'une sous-classe. La redéfinition ou le masquage sont des concepts qui permettent de faire face à ce genre de situation. Dans la séquence vidéo précédente, nous avions pris l'exemple d'une hiérarchie de personnages dans un jeu et nous étions partis de l'hypothèse que tous ces personnages avaient une façon commune de rencontrer un autre personnage. Tout personnage, lorsqu'il en rencontre un autre, va par exemple le saluer. Supposons maintenant que cette façon d'implémenter la méthode rencontrée soit satisfaisante pour la plupart des classes, mais pas pour toutes. Imaginons par exemple que le guerrier soit un personnage un peu plus belliqueux que les autres, et lorsqu'il en rencontre un autre, eh bien, au lieu de le saluer, il le frappe par exemple. Nous sommes donc dans la situation où nous envisageons deux implémentations possibles de la méthode rencontrée. L'une pour les personnages non guerriers. Un personnage non guerrier, lorsqu'il en rencontre un autre, va le saluer. Et l'autre pour un personnage guerrier, qui cette fois, lorsqu'il rencontre un autre personnage, eh bien, va le frapper. Qu'en est-il alors de notre première conception? Faut-il alors reconcevoir toute la hiérarchie? La réponse est heureusement non. Il suffira en fait de spécialiser la méthode rencontrée dans la sous-classe guerrier. Nous allons donc revisiter notre hiérarchie de classe de la façon suivante. Nous allons garder notre méthode rencontrée générale qui est satisfaisante pour la plupart des classes dans la superclasse personnage, mais dans la classe guerrier, nous allons spécialiser cette méthode en lui donnant une définition qui est plus satisfaisante pour la sous-classe en question. Dans le cas de notre exemple, on imagine que la classe guerrier serait complétée ici par une méthode frappée qui serait invoquée par la méthode rencontrée. La méthode rencontrée va donc être désormais présente à deux niveaux de la hiérarchie, une fois dans la superclasse personnage et une autre fois dans la sous-classe guerrier. On parle de masquage parce que désormais, pour un objet de type guerrier, c'est la méthode spécialisée qui va primer. On dit qu'elle va masquer la méthode plus générale qui s'applique à défaut d'autres méthodes plus spécialisées. Par exemple, si dans un programme, je travaille avec un objet de type magicien et que je lui applique la méthode rencontrée, comme il n'y a pas de définition spécifique de la méthode rencontrée dans magicien, on va utiliser la méthode héritée, à savoir la méthode rencontrée de personnage. Donc ici, cette méthode rencontrée sera la méthode générale. Par contre, si maintenant je veux appliquer la méthode rencontrée à un objet de type guerrier, eh bien, comme il existe dans la classe guerrier une méthode rencontrée spécialisée, c'est cette méthode qui ici va être appelée. Donc on va dire que cette méthode va masquer la méthode héritée plus générale. En programmation, de façon générale, on parle de masquage lorsqu'un identificateur en cache un autre. Dans le cadre d'une hiérarchie de classe, on parlera de masquage lorsque le même nom d'attribut ou de méthode est utilisé sur plusieurs niveaux de la hiérarchie. Dans le cadre de notre exemple, le même en-tête de méthode se retrouvait à deux niveaux de la hiérarchie. Le masquage est peu courant et peu recommandé pour les attributs. Il est source de confusion. Ce qu'il signifie concrètement, c'est la chose suivante. Donc nous aurions une superclasse grand A, par exemple, dont hérite une sous-classe grand B. Avoir un masquage pour les attributs signifie que, par exemple, dans la classe grand A, il y aurait un attribut se nommant petit a, et que dans la classe grand B, également, on déclarerait un attribut petit a. Si l'on utilise l'attribut A à l'intérieur d'une méthode de la classe B, eh bien c'est cet attribut A qui va être utilisé. On dit que cet attribut masque celui qui est hérité de plus haut. Il n'en demeure pas moins qu'un objet de type B dispose désormais avec cette façon de faire de deux attributs, l'un qui lui est spécifique, qui s'appelle petit a, et l'un qui est hérité de grand A et qui s'appelle aussi A, d'où la source de confusion. Donc, le fait que l'on ait le même type ici ne change rien, il suffit en fait que nous ayons le même nom d'attribut pour avoir une situation de masquage. Et évidemment, dans le cas des attributs, exemple, à ne pas suivre. Par contre, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent avec le masquage de la méthode rencontrée dans la sous-classe guerrier, eh bien, le masquage de méthode est très courant et très pratique. Il permet d'adapter une hiérarchie de classe à des situations spécifiques.
Pour résumer, le masquage de méthode dans une hiérarchie de classe consiste à définir dans une sous-classe une méthode portant le même nom qu'une méthode déjà présente dans la superclasse. En termes de jargon, on dira que la méthode héritée est la méthode générale, celle dont pourront bénéficier par défaut toutes les éventuelles sous-classes qui ne la masquent pas. La méthode masquant celle héritée est la méthode spécialisée qui va donc répondre spécifiquement aux besoins de la sous-classe dans laquelle elle est présente. Comme évoqué précédemment, sur un objet de type guerrier, c'est toujours la méthode spécialisée qui va primer ici. Donc si l'on définit un objet de type guerrier, qu'on invoque sur cet objet la méthode rencontrée, ça n'est jamais la méthode rencontrée de personnage qui est invoquée, mais c'est la méthode spécialisée. On ne fait ici qu'appliquer les règles de résolution de portée usuelle, on résout toujours à la portée la plus proche. Un objet de type guerrier dispose en fait de deux méthodes rencontrées, sa méthode spécialisée et la méthode dont il a hérité de plus haut. Il est parfois utile, dans certaines situations, de quand même invoquer la méthode rencontrée héritée, même si l'on a spécialisé cette méthode plus bas dans la hiérarchie. Comment procéder dans ce cas ? Par exemple, imaginons que l'on veuille doter notre guerrier de quelques bonnes manières et que l'on souhaite qu'il salue le personnage qu'il rencontre avant de le frapper, ou l'inverse. Cela signifie que le guerrier commence par rencontrer le personnage comme le ferait n'importe quel autre personnage de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il le salue, avant de lui appliquer des traitements un peu plus spécifiques. Le code qui permet à un personnage d'en saluer un autre est déjà présent dans la méthode rencontrée générale, c'est-à-dire la méthode rencontrée de personnage. Il est inutile de dupliquer ce code dans la méthode spécifique rencontrée de guerrier. Ce qu'il nous faudrait faire donc est que dans la méthode spécialisée, il soit possible d'appeler la méthode générale, déjà définie plus haut, puis d'appliquer des actions spécifiques. Pour accéder aux membres masqués d'un objet donné, on utilise une syntaxe particulière qui fait appel à l'opérateur de résolution de portée. Par exemple, si dans la méthode rencontrée définie de façon spécialisée dans la sous-classe guerrier, je veux invoquer la méthode rencontrée définie de façon plus générale dans la classe personnage, eh bien, dans la méthode rencontrée ici, je vais dire « J'appelle la méthode rencontrée de la classe personnage » et je fais le lien entre le nom de la méthode et le nom de la classe à laquelle cette méthode appartient avec l'opérateur de résolution de portée. Donc ici, la méthode spécialisée rencontrée appelle la méthode masquée, la méthode plus générale, en utilisant cette notation particulière. Ensuite, elle enchaîne un certain nombre d'actions un peu plus spécifiques. Ceci est très utile car cela permet d'éviter de dupliquer ici toutes les actions qui sont entreprises dans la méthode plus générale. Nous avons donc ici, dans cet exemple, grâce à l'accès à une méthode masquée, permis à notre guerrier de devenir un petit peu plus poli en saluant son adversaire avant de lui porter quelques coups et sans dupliquer aucune ligne de code. C'est donc terminé pour cette séquence. Dans la séquence suivante, nous nous intéresserons à la construction et à la destruction dans le cadre de l'héritage.